Alors, quelques mots de présentation. Thierry Grandin est architecte et ancien élève de l'école du Louvre et il est installé en Syrie depuis 1982. Après avoir enseigné à la faculté d'architecture durant 2 années, il crée en 1988 sa propre agence à Alep avec un associé syrien, Adli Koutsi. Après avoir été consultant auprès de la direction de la vieille ville dès 1992, il sera directeur de projet pour la fondation Aga Khan pour la culture de 1999 à 2012, consultant pour les services pour la promotion du tourisme, une sous-direction de la fondation Aga Khan pour le développement économique de 2009 à 2013, et consultant pour le World Monuments Fund de 2001 à aujourd'hui. Thierry Grandin quitte Alep le 31 juillet 2012 après un bref passage à son agence pour un voyage supposé d'1 semaine au Liban. Censé y revenir à la vue des événements, il n'y retournera pas et il est sans doute un des derniers ressortissants français, sinon étrangers, à quitter la ville d'Alep. Je vais lui céder la parole pour une intervention qui s'intitule « Alep, espoir et désillusion ». Alors que nous faisons ce colloque, le gouvernement syrien vient de passer sur les chaînes de télévision des feuilletons sur la révolution syrienne actuellement en cours. Celle-ci ferait-elle déjà partie de l'histoire? Alep a vécu depuis sa création une succession d'invasions, d'affrontements tribaux, de troubles politiques, de guerres, de pillages, d'incendies, d'épidémies dévastatrices, de familles, de terribles tremblements de terre. Et pourtant, elle était toujours là. Après plus d'1 an de souffrance sociale et de destruction, saura-t-elle se remettre de ses blessures? Sur Facebook avait été postée cette déclaration, en bas à gauche. La bonne nouvelle est que la Syrie est rentrée dans l'histoire. Mais la mauvaise est que nous sommes sortis de la géographie. Que la Syrie soit entrée dans l'histoire, cela ne faisait aucun doute de par sa culture sociale, architecturale et archéologique. Par contre, que certaines villes ou villages doivent être supprimés des cartes de géographie est maintenant plus qu'une métaphore. Le sujet de cette communication n'est pas de définir les responsables des destructions en Syrie, dont personne ne comprend ni les stratégies des belligérants, ni les intentions de cette destruction systématique du patrimoine. En dépit des conventions internationales, cet acharnement à détruire le patrimoine immobilier est le fruit de personnes qui n'ont aucun respect, ni pour la culture ou leur culture. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la vieille ville d'Alep est délaissée par le gouvernement, comme la plupart des centres urbains anciens dans le Moyen-Orient. L'inscription de la vieille ville au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986 est le catalyseur d'un changement d'attitude et d'une certaine reconnaissance. Cet événement va marquer le début de l'intérêt d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées pour la vieille ville. La direction de la vieille ville d'Alep voit le jour en 1991. L'association allemande, les Amis de la vieille ville d'Alep, créée en 1990 à l'initiative de Heinz Gröbe et d'Annette Gangler, que je salue puisqu'elle est parmi nous, amèneront GTZ, l'agence de coopération allemande, à participer efficacement à ces efforts. Le Fonds arabe pour le développement économique et social et le Fonds koweïtien pour le développement participeront à ces efforts. En 1999, la Fondation Aga Khan pour la culture s'associe à la direction de la vieille ville et GTZ et étudie et réalise le projet urbain, le périmètre de la citadelle entre 2004 et 2010, entre autres. Plusieurs musées sont en réalisation dans la vieille ville et plusieurs hôtels de luxe vont ouvrir. De nombreux projets privés de réhabilitation seront réalisés par des propriétaires locaux ou étrangers. La vieille ville était devenue un exemple de qualité, presque un modèle d'intégration architecturale et urbaine pour d'autres villes de la région. Elle accueille également des colloques scientifiques internationaux et plusieurs livres sur la ville sont publiés. Après avoir été un oasis de relative paix, 1 an après le début de la révolution syrienne qui se voulait synonyme d'espoir, l'armée libre pénètre à Alep en juin 2012. Je quitte Alep le 31 juillet suivant. C'est donc essentiellement à travers les réseaux sociaux
et mes contacts fréquents, même si souvent incertains, par téléphone avec mes amis et anciens collègues, que je vais rester en contact et informer de la situation à Alep. Plus d'un an après, l'amère réalité du constat des démolitions de la ville d'Alep est dramatique. Certains quartiers ne sont plus que des ruines. Habitations, hôpitaux et écoles, mosquées et églises, infrastructures, réseaux divers, tout est bombardé. Un Alépin m'écrit en mars 2013 « Je suis dans une ville blessée. Je ne reconnais plus Alep et je me sens pour la première fois un étranger dans ma propre ville. Même les 2 guerres mondiales n'ont pas fait autant de dégâts que les événements actuels. Après un attentat en 2012 sur la Plaza d'Al Jabri, les Alépins comparent Alep à Berlin en 1945. Les quartiers illégaux sont les lieux de nombreuses destructions et dans les environs d'Alep, les constructions en terre sont menacées. Les arbres sont coupés et le bois sert de palliatif à la pénurie de mazout et aux très nombreuses coupures d'électricité. La vieille ville est le foyer de violents combats et les destructions y sont légion. Certains bâtiments, symboles pour les uns et lieux stratégiques pour les autres, sont âprement disputés. En plus de nombreuses habitations traditionnelles, les ruelles, les souks, les portes de la ville, les bâtiments publics, les mosquées, et surtout leurs minarets, dont ceux de la grande mosquée, au milieu sur la photo, sont pris pour cible et détruits. La citadelle est bombardée, les hôtels détruits, les églises également. Les musées sont pillés, les sites archéologiques ne sont pas épargnés, des réfugiés s'y abritent, du matériel militaire y est installé et des fouilles illégales sont entreprises. Alors, à droite, les 2 photos au milieu montrent l'état d'affamés avant 2011 et après 2011. C'est véritablement un champ de fouilles. Voilà, plus de 5000 fosses, me dit M. Chermoussali. Alors que l'humanité prend tous les jours davantage conscience de la nécessité de bien connaître le passé, malheureusement, en temps de conflit, le patrimoine est d'un des premiers dommages collatéraux. En dépit des conventions internationales, dans le but de protéger les patrimoines culturels lors de conflits, des recommandations de la Ligue arabe, le patrimoine ne sera pas respecté et les législations nationales et internationales sont méprisées. Bon, Interpol appelle à la vigilance sur le pillage des antiquités en Syrie. Une liste rouge d'urgence a été récemment constituée à New York et distribuée, est aujourd'hui distribuée tout de même, c'est le document à droite, en haut à droite. Elle vise donc à alerter les autorités, les forces de police, les collectionneurs et les marchands d'art sur les objets susceptibles de circuler illégalement aujourd'hui ou dans le futur au sein du marché de l'art. La Direction générale des antiquités et des musées a fixé une nouvelle peine de prison pour les pilleurs de sites archéologiques à 15 ans d'emprisonnement. Ça ne sert pas à grand-chose. En écho, en mars 2013, une des factions de l'armée libre à Alep va instituer un décret qui stipule que tout membre qui lancerait des requêtes sur tout bâtiment sera inculpé par les tribunaux religieux mis en place par l'armée libre. Mais ces actions restent tout à fait inefficaces sur le terrain. Par contre, dans la vieille ville, des actions remarquables s'organisent dans cet enfer urbain. La première institution à lancer une opération de sauvetage est le syndicat des ingénieurs, qui va faire des travaux de protection du mihrab de la mosquée du Paradis. Les 3 photos qui sont à gauche sur le document. La direction générale des musées, des antiquités et des musées va protéger l'entrée du musée d'Alep. La direction des antiquités dans la zone libre va faire des travaux, très récemment d'ailleurs, dans la grande mosquée pour protéger le tombeau de Zacharie et un très très beau cadran solaire qui est dans la cour, les 2 photos en bas.
Et j'aimerais parler surtout sur les 4 photos qui sont à droite. Le Conseil révolutionnaire de transition du gouvernorat d'Alep a créé l'institution, l'Association pour la protection des antiquités et du patrimoine, dont on parlait précédemment. Cette association organise des missions de sauvegarde, en partant du haut jusqu'en bas. D'abord, démontage du minbar en bois de la grande mosquée. Les portes avaient déjà disparu. Démontage, construction d'un mur pour protéger un mihrab en bois daté du XIe siècle, construit par Noureddin Zengi et restauré par Salah ad-Din al-Ayyubi, dans la madrasé Halawiye, qui est juste en face de la grande mosquée. Déménagement des antiquités de la collection privée de la famille Poré, qui habitait l'ancien consulat de Venise, daté de 1539. Ils permettront plus tard d'ailleurs l'accès à la maison, la construction de murs à la place des ouvertures, et donc aujourd'hui le consulat ou la maison Poré est actuellement protégée. Récupération des archives du Centre de documentation et d'archives de l'histoire urbaine d'Alep, et je reviendrai là-dessus plus tard. Lentement, une certaine conscience de la perte potentielle du patrimoine se développe parmi les Syriens, comme le permet une analyse des messages envoyés sur les réseaux sociaux, comme par exemple « Il faut protéger les lieux de culte ». En bas, au milieu à droite, le pillage des sites historiques ne font pas partie ou ne sont pas une des missions du djihad, et que certains groupes ne sont pas forcément là-bas simplement pour des raisons religieuses. Et par l'exemple de nombreuses actions individuelles, dont certaines d'ailleurs peuvent être assez anecdotiques, comme cette personne qui, fin 2011, va peindre des antennes paraboliques sur sa terrasse avec des formes de smile. Au niveau international, l'association L'Héritage Oriental Sans Frontières a comme première activité d'informer de l'évolution des dommages sur le patrimoine en Syrie. Au niveau national, une campagne de sensibilisation a été lancée. Sauvegardons le patrimoine d'Alep. Il est indispensable de conserver notre passé pour le futur. Après, d'autres actions comme protéger l'archéologie syrienne, le patrimoine archéologique syrien en danger. N'oubliez pas notre héritage, sauver la ville d'Alep, l'héritage préservé. Enfin, le site Archéologie en Syrie pose la question s'il faut enregistrer des peines contre un génocide de l'héritage culturel syrien. Cette question rejoint ainsi les déclarations d'un chercheur du CNRS qui propose « Est-il possible et souhaitable d'imaginer la création d'un crime contre le patrimoine ?» Les bombardements aériens et les combats au sol dans la vieille ville, excessivement violents, fruit d'un acharnement parfois incompréhensible, vont y provoquer des destructions dont certaines resteront irréversibles. Dès maintenant, et pour préparer la période de l'après-conflit, des actions ont été entreprises à titre personnel ou en collaboration avec l'association allemande des Amis de la vieille ville d'Alep. Ces actions peuvent être regroupées selon 3 axes principaux. Tout d'abord, bien avant 2011, dans le but de conserver un patrimoine inestimable, avait été créé le Centre de documentation et d'archives de l'histoire urbaine d'Alep, à l'initiative de l'association Les Amis de la vieille ville d'Alep, avec la direction de la vieille ville et GTZ. Ce projet de collecte des archives d'Alep a fait l'objet d'une exposition inaugurée fin 2011, et la publication d'un livre qui s'appelait Les archives d'Alep. Le bâtiment dans lequel étaient établis les bureaux du centre de documentation étaient également les locaux de la Fondation Aga Khan, du Goethe-Institut, d'une partie de la municipalité, de la vieille ville, mais a été le lieu de combats très importants. Un contact en mars 2013 a été pris avec le vice-président du Conseil révolutionnaire de transition du gouvernorat d'Alep. Depuis, je supporte techniquement un groupe de jeunes architectes et de jeunes étudiants de l'Association pour le patrimoine des antiquités pour la protection des antiquités et du patrimoine. Ils documentent les dégâts dans la vieille ville, le travail sur le terrain se faisant sous la protection d'une faction de l'armée libre très coopérative qui s'appelle le Liwa el-Tawhid. Par exemple, ce groupe de bénévoles a pu sauver la plupart des manuscrits de la librairie des Waqf, située devant la grande mosquée, contrairement à l'information qui disait que ces manuscrits avaient été détruits. Ces manuscrits sont maintenant en Turquie. Dans le but de sauver la documentation inestimable des archives épargnées par les combats dans le bâtiment, qui se trouvait donc dans les locaux du centre de documentation, il fut également possible d'envoyer des jeunes motivés
et de regrouper la plupart des archives, plus de 500 plans ont pu être sauvés. On parle dont certains plans étaient effectivement très anciens, dont certains plans étaient de véritables manuscrits. Dans une réunion en avril avec les membres du Conseil révolutionnaire, j'ai également proposé la création d'un groupe pour les restaurations urgentes, pour des consolidations de bâtiments présentant des dégâts pouvant entraîner éventuellement des effondrements. Malheureusement, cette initiative n'a pas eu de suite pour cause de financement et de logistique sur le terrain, puisque excessivement dangereux. Malgré un silence caractérisé et caractéristique de la plupart des médias, nous avons trouvé l'appui de certains, trop rares. Le New York Times, notamment, qui a publié plusieurs articles après avoir été contacté par World Monuments Fund. Je les informe régulièrement des destructions, copies des photos leur sont régulièrement envoyées. Plusieurs articles également de la BBC, sur le titre « L'héritage syrien sous la menace » ont été programmés. Une exposition à Stuttgart a été organisée à la Maison du Théâtre et des informations ont été publiées dans les médias locaux. Plusieurs initiatives ont été prises dans le sens d'un développement de stratégies de reconstruction. Organisation et participation à des colloques pour la définition de stratégies de reconstruction, comme celui qui est programmé fin novembre, début décembre, en Allemagne, dont le titre est « Archives d'Alep en exil ». Constituer dès à présent des réseaux d'institutions qui pourraient participer dans le futur aux efforts de reconstruction. Pour ce faire, plusieurs lettres et des dossiers avec le livre, une copie du livre « Les Archives d'Alep » ont été envoyés. Le premier a été envoyé au vice-président du Conseil révolutionnaire de transition des gouverneurs d'Alep, qui sont effectivement très actifs, supportés par les Turcs et installés à Gaziantep, qui est à peine à 150 km d'Alep. Un autre dossier a été envoyé à la Fondation Aga Khan, lors d'un rendez-vous à Paris avec Prince Amin Aga Khan, à World Monuments Fund, et un autre à Dar el-Athar el-Islamiyeh, une institution koweïtienne qui a promis de participer à des efforts après la fin du conflit. Sur le long terme également, la réactivation d'un fonds pour les projets de réhabilitation des biens privés dans la vieille ville, sur un modèle comparable à celui mis en place par GTZ et la direction de la vieille ville par le passé, avec la création d'un fonds disponible sans intérêt aux habitants, reste une proposition essentielle. Il pourrait sembler cynique de discuter de la sauvegarde du patrimoine, alors que chaque jour décède presque une centaine de Syriens. Mais quand revient la paix, on tente de se reconstruire et de reconstruire un pays. Malheureusement, quand un pays a été violemment atteint, le patrimoine archéologique est souvent relégué à la dernière place, après les urgences, bien compréhensibles, que sont les préoccupations basiques de la société. Pourtant, il en va de notre avenir. Ce patrimoine n'appartient à personne en particulier, mais à tous. Il est notre devoir de préserver ce patrimoine de l'humanité. Selon Jean-Claude David, la reconstruction du patrimoine de construction se fera entre des enjeux patrimoniaux, politiques et civiques. La reconstruction de la vieille ville représente un véritable défi. Il sera indispensable de former les architectes et les ingénieurs, ainsi que les ouvriers spécialisés dans la restauration, et assurer ainsi la formation d'une main-d'œuvre compétente. Les règlements d'urbanisme pourraient faire l'objet de modifications. Lors d'une conférence organisée entre autres par l'IFAPO, j'avais insisté sur la nécessité d'introduire des éléments liés à la qualité des interventions architecturales dans la vieille ville et non plus seulement d'en contrôler des règlements selon des critères quantitatifs. La définition d'un véritable vocabulaire architectural basé sur nos nouveaux critères est maintenant une opportunité. Lors des années 1970-80, plusieurs axes importants de la vieille ville sont percés dans les quartiers anciens. Les règlements définis à cette période permettront la construction de bâtiments de plus de 8 niveaux pour certains. Ces éléments seront à prendre en compte dans le futur et pourront être des hypothèses de base pour définir une nouvelle révision des règlements d'urbanisme et d'une réflexion sur la hauteur de ces bâtiments par rapport aux constructions traditionnelles. Par exemple, la présence de bâtiments de chaque côté de ces axes, en rouge indiqué sur le plan en bas à gauche, rue de Babejnen, rue de la prison, Abdelmounem Riyad, pour ceux qui connaissent Alep, peuvent être mis en question, puisque excessivement endommagés actuellement, et le nombre d'étages réduit. Les 4 bâtiments au nord, en bas sur la carte, en haut sur la carte, les 4 bâtiments qui sont indiqués sur le plan,
seront à détruire et remplacés par des constructions plus appropriées avec 1 ou 2 étages seulement. Bon, je parle des... Ah oui, d'accord. Les bâtiments qui sont ici, dont voici des images. Enfin, nous ne pouvons pas réduire l'héritage syrien qu'à un héritage matériel, mais il était, est, et nous espérons qu'il restera porteur d'une image immatérielle qui me paraît tout aussi importante. Pour visiter les souks d'Alep, en tant qu'architecte, et leur architecture, donc, je devais y aller le vendredi, jour de fermeture des commerces. Les autres jours de la semaine, seuls les étals, les clients et les touristes y étaient visibles. À ce sujet, Jean-Claude David écrit dans une conférence à l'IFPO en 2004 « On peut se demander si dans le Moyen-Orient actuel ou ancien, ce qui compte beaucoup plus que les monuments, ce n'est pas des mots, des gestes, des pratiques, des attitudes, des savoirs, des savoir-faire, qui constituent un véritable patrimoine immatériel. » Sur un site, La Révolution syrienne en français, il était écrit « Main dans la main, nous construirons demain ». Malgré ce drame, des initiatives même insuffisantes se reconstruisent. La population se substitue au service public. Les élèves suivent les cours actuellement à la lumière de bougies. Et le mot « liberté » est écrit sur un mur peint. Le courage et la patience des Syriens est exemplaire. Leur foi en une reconstruction possible est bien vivante. Ils vont puiser à travers l'histoire et rechercher des exemples comme celui de la reconstruction de Dresde, par exemple. Photo en bas, en haut à gauche. Après une illustration publiée dans The Economist illustrant des démolitions, un Syrien va rajouter les prémices, au moins graphiques, d'une future reconstruction. Donc à gauche, en bas à gauche, vous avez la une de The Economist, et ce document a été repris par un jeune Syrien, avec en plus en images, en couleur, une couleur de l'espérance d'une future reconstruction possible. La foi en leur identité, après cette dramatique période, n'en est que plus exacerbée. Et pour clôturer ce débat, ce papier, je cite ce que déclarait un jeune Syrien dans une interview à la télévision. « Mais que s'est-il passé? Nous ne voulions qu'un peu de respect. » Merci Thierry et pour ces paroles très émouvantes. Des questions? Martin, si vous pouvez vous présenter, c'est vrai que j'ai oublié de le faire depuis le début de la session. Attends Martin, attends. Le micro arrive. Alors, Martin Mackinson, j'ai travaillé sur les missions archéologiques en Syrie depuis 1992, en particulier en Djéziré, enfin, Chermous le sait bien, et dans la vallée de l'Euphrate. J'ai été boursier de l'IFPO, enfin l'IFAPO, qui était indépendante avant, maintenant qui fait partie de l'IFPO. Je travaille actuellement toujours sur les missions au Moyen-Orient et en Arabie Saoudite maintenant, qui s'est ouvert à l'archéologie. Donc, ma question, en fait, c'était plus générale. Enfin, je me félicite vraiment de l'exposé que vous avez fait, qui m'a beaucoup appris. Mais suite au pillage du musée de Bagdad en 2003, des archéologues ont eu l'initiative de faire un site internet en recensant tous les objets qu'il y avait dans ce musée et dans les musées de province, Nasiriyah, Mossoul, etc., pour que les douanes puissent consulter ce site dès que des objets sortaient des frontières. À ma connaissance, je ne sais pas si une initiative semblable a été faite pour la Syrie, je ne crois pas. Et après 2 ans et demi de conflit et des destructions qui sont au moins aussi graves que celles qu'a enduré l'Irak en 10 ans d'embargo, 12 ans d'embargo, et donc suite à l'occupation américaine. Il serait peut-être temps que les institutions universitaires, les musées, et même, je pense, même la DGAM, je ne pense pas qu'elle y trouverait à redire, scannent des photos d'objets dans leurs musées, dans leurs réserves, dans les maisons de fouilles qui sont également pillées
parce que des fouilles, il y en avait 70 ou 80 qui s'installaient, qui laissaient beaucoup d'objets en cours d'étude dans les maisons qui ont sans doute été dévalisées. Je pense aussi au petit musée qui est sur le site de Doura Europos, qui avait été créé quelques années avant la Révolution. Est-ce qu'on pourrait pas lancer cette initiative? Je veux dire, mieux vaut tard que jamais, quoi. Que ce soit consultable par les douanes, par les institutions, par les maisons comme Christie's et Sotheby's en Angleterre ou Drouot, et qu'on puisse au moins, non seulement les objets connus qui sont en vitrine, le cavalier de Raqqa, des tablettes des Blas au musée d'Alep, mais des objets qui sont également dans les réserves. Je sais que c'est très difficile, de très longue haleine, mais ce serait consultable en temps réel lors de saisies notamment, quoi. Voilà. Je peux répondre? Ça marche. En fait, ce document existe. La première page, c'est le deuxième document en partant du haut à droite. Il a été fait très récemment, je l'ai dit dans mon exposé. Beaucoup de choses ont été faites récemment. Il a été géré par le Metropolitan Museum of Art. Y ont participé l'ICOM, le Conseil international des musées. Il a été supporté par l'UNESCO. World Monument Fund, avec lequel je travaille, y a participé également, et le département d'État américain. C'est un document excessivement long, et une des deux sociétés de vente aux enchères y a participé et a sponsorisé le mouvement. Je ne sais pas laquelle, de Sotheby's ou de Christie's, mais en fait ça existe. Ce document fait plusieurs pages, il a été plutôt très bien fait, et ils ont été recherchés en fait des photos dans d'autres musées de choses qui existent pour montrer ce qui pourrait disparaître, parce qu'il est impossible de faire aujourd'hui l'inventaire de tout ce qui pourrait être pillé à partir de la Syrie. Enfin, ça n'arrête pas de passer, c'est clair. Liban, Turquie, c'est clair. Voilà. J'habite pas très loin de la frontière turque, il n'y a pas que le Liban. Donc, en fait, cette liste rouge, la différence avec ce que proposait Martin, c'est que cette liste rouge, elle recense des types d'objets. Oui. Elle propose à tout le monde de voir des types d'objets que l'on a pensé susceptibles d'intéresser le marché illicite. De fait, faire un inventaire, une base de données des objets patrimoniaux syriens, c'est une entreprise colossale. Il faut inviter toutes les missions archéologiques qui ont une base de données de photos, mais il faut trier, il faut catégoriser, trier les choses. C'est quelque chose qui peut être fait, mais qui est colossal à l'échelle de la Syrie, étant donné aussi la dynamique de la recherche que vous connaissez, étant donné l'état des inventaires aussi dans les musées, parfaitement lacunaire. Donc on sait ce qu'on a dans des vitrines, on sait très peu de ce qu'on a. Voilà, absolument. Absolument, absolument. Donc c'est une entreprise colossale, à l'image de ce qu'est le patrimoine syrien. Bien sûr. C'est vrai, c'est colossal, mais c'est tout à fait faisable. J'ai travaillé avec des missions archéologiques. Effectivement, ils ont des listes et des photos de tous les objets livrés à la direction des antiquités. Oui. Donc, il faut les appeler parce qu'ils ont, chaque mission, il a une liste complète de toutes les choses qui sont trouvées et données. Donc, je pense que c'est faisable. Accéder aux réserves de musées, etc., avoir parcouru les villages, on a des photos et donc on peut communiquer à la base de données. Je voudrais dire 2 mots sur le document, la liste rouge. Je l'ai consulté. Je suis un peu parfois perplexe parce que j'ai vu des objets qui prétendent avoir été volés, on ne sait pas s'ils l'ont été vraiment. Notamment, je pense au portrait de Palmyre de cette femme-là qui est présentée, qui est dit comme venant du musée de Damas. Or, c'est un portrait qui est au musée d'Alep, de Palmyre, pardon, et on ne sait pas très bien s'il a disparu ou pas. Ce document n'est pas très clair. Sur le document ne recense pas des objets qui ont disparu. Ça, c'est très clair. Ça, donc, ce sont des types d'objets. Voilà, donc c'est avec un les photos petit peu ambigu, si et vous voulez, un travail qui a été un petit peu compliqué. C'est un peu ambigu. D'ailleurs, si effectivement on doit faire la liste de ce qui disparaît, autant la faire. Oui, mais on ne l'a pas. C'est une liste. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui disparaît. Le marché alimenté, manifestement, est un marché souterrain de grands collectionneurs. Oui, bien sûr, mais quelle pièce passe?
Merci de... Absolument. Oui. Absolument. J'ai beaucoup aimé la conférence de Thierry Grandin, puisqu'en fait, vous avez fait un tableau assez important et impressionnant de la situation. Et j'ai aimé d'abord les caricatures en arabe, qui est très très beau au début de votre conférence, qui dit en arabe « Shuft dakhalna al-tarikh wa tla'na min al-géographia ». C'est-à-dire, on est rentré dans l'histoire et on est sorti de la géographie. Et ça, c'est très intéressant comme caricature parce qu'il nous explique beaucoup de choses. Alors, en fait, je vais soulever 3 questions à vous par rapport à ce que vous avez dit. Et j'essaie de proposer des solutions. Vous avez parlé du crime contre le patrimoine. Vous avez parlé des génocides et des crimes contre l'humanité. Et moi, tout simplement, je peux vous faire une proposition ici pour dire il suffit de rajouter le mot crime contre le patrimoine de l'humanité pour que ça soit discuté et sur le plan légal appliqué. Et je pense que on peut soulever ça à un juriste, mieux que moi, pour vous dire oui ou non, et je crois que ça sera réglé très rapidement par l'UNESCO. Deuxième, vous avez parlé du tombeau de Zacharie et vous avez parlé de Noureddin Zanki et Salah ad-Din Ayoubi et les problèmes d'arrêter la violence. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que pour des collègues qui me disent ce matin, mais quand même c'est étonnant qu'il y a la violence et nous on le traite par l'archéologie. Et moi j'ai trouvé que votre idée de parler de ça, c'est très très important. Puisqu'on ne peut pas traiter la violence par la violence. C'est une situation paradoxale. Et que l'idée que les archéologues et les architectes se réunissent ensemble pour lutter contre la violence par l'archéologie, c'est une idée très intelligente, très très intelligente, qui doit être prise en considération par les politiques et par les psychologues et par les sociologues. Et donc ma question, je me demande pourquoi pas que vous envoyez un compte-rendu de votre colloque à la fin à l'Assemblée générale de l'UNESCO, puisque je suis observateur à l'UNESCO, et que je pourrais vous aider à faire valoir l'idée pour laquelle vous avez réuni votre... C'est scandaleux quand même que dans votre conférence que vous faites appel... C'est pas vous qui vous êtes scandaleux, je veux dire scandaleux. Ça va mieux. Voilà, moi je commence à me dire. Ouais, j'ai dit c'est scandaleux qu'il y a énormément d'organismes comme la Ligue arabe, comme l'UNESCO, comme toutes ces associations-là, et que nous, les citoyens lambda, ici, en train de faire... je veux dire, on est paralysés par la situation. Et je pense qu'il faut, votre association ou votre colloque va avoir une force de soutien pour le peuple syrien. Et je crois que l'idée forte dans votre conférence, telle que j'ai entendue, c'est que la Syrie, ce n'est pas seulement la souveraineté nationale des Syriens, mais c'est le patrimoine international. Et donc, si votre conférence peut intégrer la souveraineté internationale, ça donnera une force énorme et on arrête la violence en Syrie par justement l'idée de c'est un patrimoine international et ce n'est pas une souveraineté nationale. Donc sur un plan juridique et politique, c'est très valable. Je vous remercie. Merci à vous. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse. Bien. Oui, je voulais prendre la parole concernant la documentation. Vous parlez tout à l'heure de documentation. Je pense qu'à l'époque, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de spécialistes. J'ai cité tout à l'heure le nom d'une association, Al-Adiyat. C'est une association qui a... ce dernier temps, l'État a mis la main dessus, elles ont pris le monopole de cette association. Mais il y a quelque chose à savoir, cette association, elle est très vieille, c'est-à-dire elle existe depuis très très longtemps. Cette association possède
énormément de documents et sur l'histoire, sur le patrimoine de la ville d'Alep, et même voire plus. À l'époque de M. Chahid, le directeur, si vous connaissez, je ne sais pas depuis combien de temps, ce monsieur, il était très intéressé, il avait plein de documents, etc. Voilà. Bon, je voudrais savoir si on peut trouver vos interventions quelque part, parce que c'est très intéressant. Il y a des noms cités on peut les utiliser ou rechercher, par exemple, un nom. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, le minaret de mosquée Al-Kabir à Alep a été démonté complètement il y a quelque temps, a été reconstruit par un ingénieur, un architecte d'Alep. Donc il y avait une offre, etc. Et après, cet ingénieur s'est présenté et il a fait des restaurations de minarets d'Alep, de mosquée Al-Kabir d'Alep. Donc, bon, moi je pense qu'on a des gens qu'on peut peut-être compter sur eux quand on va parler de reconstruction. Autre chose, je voulais dire, si vous avez des nouvelles du Bimaristan, parce que moi j'ai essayé de poser la question à plusieurs Alépins, mais j'ai pas eu une réponse. Et une dernière question, si vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Ismail Agha, pour se connaître un petit peu, qu'est-ce qu'elle faisait en Syrie, et s'il y a des motifs politiques derrière aussi. Merci. Quelle association Al-Hadiyat. Non, vous l'avez dit, association ismaélienne. Non, je parlais d'Agha Khan, celui qui finançait les travaux de restauration des monuments en Syrie. Voilà, merci. Alors, la société El Hadiyat, qui s'occupe du patrimoine à Alep, effectivement depuis très longtemps, a été fondée par Cher Kamal Razi, et le vice-président était justement la personne qui a acheté, ou en tout cas un de ses descendants, le consulat de Venise, la famille Porré, dont j'ai montré certaines photos, qui est la troisième à droite sur la colonne de droite. Les archives ont donc, ou les objets antiquités ont pu être sauvés de cette maison. Malheureusement, plusieurs palmyréniennes, 2 armures or et argent ottomanes, de style perse, ont été volées. On parle là de plusieurs millions de dollars. Ils n'ont volé que ça, il n'y avait pas de problème. Alors, cette association, effectivement, a beaucoup travaillé. Il y a une seule personne avec laquelle je travaille qui s'appelle Tamim Kasmo. Et Tamim Kasmo, complètement par hasard, effectivement, était lié à la reconstruction, ou pas à la reconstruction, je m'excuse, à la restauration du minaret de la Grande Mosquée d'Alep, qui n'a pas du tout été un jour, qui ne s'est jamais effondré. Il a été excessivement bien restauré par M. Croce, qui est un Italien, qui a beaucoup travaillé en Italie et ailleurs. Et je connais très très bien le projet de restauration de ce minaret. En fait, il s'avère que le jour où il est tombé, il n'y avait personne autour de la citadelle, en tout cas pas l'armée régulière. Et il est sans doute tombé d'ailleurs de la suite d'une série d'explosions, d'incendies, de bombardements de l'armée régulière, 7 jours avant, par des chars sur la face nord du minaret. Incendie dans les salles du Muezzin, qui était juste à côté, dont en fait le mur était un des murs de cette pièce. Un incendie excessivement important, puisqu'il y a des photos, il a été filmé à l'extérieur sur la galerie, donc avec des flammes qui sortaient. Donc on ne va pas discuter sur le minaret. En tout cas, il n'a jamais été, s'était jamais effondré. Il a vu plein de tremblements de terre. Il date de la milieu du XIe siècle. Il a été reconstruit et renforcé avec des barres de stainless et des fibres de carbone. Donc, effectivement, tous les plans existent, pierre par pierre. Ils étaient d'ailleurs... peu importe. Le relevé est à gauche, et la coupe et les plans qui sont à droite sur l'espèce de composition du milieu sont les relevés qui ont été faits juste avant l'intervention de la restauration. Donc il n'y a pas de sauce. Maintenant, de savoir comment est le Bimaristan, comment est le reste,
personne n'y va. C'est difficile de vous faire une liste des bâtiments qui ont subi des dommages importants ou plus importants, parce que des dommages, ils en ont tous subi. Donc le Bimaristan. Maintenant, la Fondation Aga Khan travaille dans de nombreux pays islamiques depuis très longtemps. Elle a toujours eu pour vocation de participer à des restaurations de bâtiments de la culture islamique essentiellement. Elle a travaillé en Égypte, par exemple. Le parc El Azhar est un très grand projet qui a été fait avec la restauration, par exemple, du mur fatimide et ayoubide, puis ayoubide du Caire. Là, il ne s'agit absolument pas de structure ismaélienne ou autre chose. Il y a ce qu'on appelle dans la Fondation Aga Khan, il y a à Paris ou à côté de Paris le imam, donc la responsabilité de cette communauté religieuse, et puis il y a une institution qui est la Fondation Aga Khan pour la culture, qui va travailler en Afghanistan, qui va travailler ailleurs, et qui n'a rien à voir, en ce qui concerne la Fondation Aga Khan pour la culture, il n'a rien à voir avec un site typiquement ismaélien ou pas. Des travaux ont été faits dans la citadelle Masyaf, effectivement en France, qui est une citadelle effectivement d'origine construite par des Ismaéliens. Par contre, la citadelle de Saladin, par exemple, qui a été restaurée par la Fondation, puis celle d'Alep, n'ont rien à voir à aucun moment de leur existence avec une période liée à la culture ismaélienne.